Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Amélie Cazobon. Je travaille pour la Ville de Bromont et je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette présentation des résultats du projet à Bromont entourant la maladie de Lyme et les tiques. Pour le mot d'ouverture, j'inviterai immédiatement le maire Louis Villeneuve à prendre la parole. Merci beaucoup, Amélie. Alors, bienvenue à toutes et à tous à cette présentation qu'on attendait depuis un bout de temps. On avait bien hâte d'avoir le résultat. Je rappelle qu'une équipe de recherche de l'Université de Montréal, en collaboration avec l'Agence de santé publique du Canada, la Direction de la santé publique de l'Estrie, la Direction de santé publique de la Montérégie, le Cégep de Saint-Hyacinthe, soutenu financièrement par la Ville de Bromont, la MRC Missisquoi, ont effectué là, cette vaste étude sur la tique qui est vecteur, comme on le sait, de la maladie de Lyme. La ville de Bromont, je tiens à le souligner, la première municipalité du Québec à participer à un tel exercice, et les résultats de l'étude ils vont servir un peu partout au Québec, surtout qu'on sait que les tiques continuent à migrer vers le nord. Je veux aussi souligner le fait que si Bromont a participé à cette étude-là, c'est que mon confrère, M. Michel Bilodeau, avait entendu parler de ces recherches et a amené la suggestion au conseil que la ville pourrait vraiment s'impliquer dans la recherche. On est très heureux d'avoir fait. Merci Michel pour ton initiative. Aujourd'hui, l'équipe de recherche va vous présenter les résultats, évidemment, et puis vous comprendrez qu'il y a eu un ralentissement là, de certaines activités, principalement au niveau de la sensibilisation à cause de la pandémie. Je terminerai en disant que je ne me souviens plus lequel des journaux, là, mais on avait le gros titre, je pense que c'était dans la presse, c'était Bromont, la capitale de la tique. J'avoue que j'ai tiqué un peu quand j'ai lu ça. Euh, Moi, j'aimerais mieux qu'on dise que Bromont a inspiré l'action en éradiquant la propagation de la maladie de Lyme. Puis je veux ajouter que je pense qu'on doit poursuivre ces recherches-là. Je pense que c'est très, très important, mais ce n'est pas à une seule ville d'investir dans ces recherches-là. Je pense qu'on parle d'un problème de santé publique et évidemment, j'invite nos paliers de gouvernement supérieurs à s'impliquer financièrement dans ce projet. Alors voilà, Amélie. Alors, bonne présentation à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est maintenant que débute la présentation. Elle sera menée par la chercheuse Cécile Annie-Zentlin. Merci Amélie. Donc, vous devriez voir la présentation à l'écran. Bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous ce soir pour vous présenter les résultats du projet de recherche. Je ne suis pas seule. Vous allez rencontrer dans un moment mon équipe. Donc, on vous présente les résultats pour 2019-2020, mais comme vient de le dire M. Villeneuve, on espère bien continuer à travailler avec vous. Donc, on vous le dit d'emblée. Je vais passer à la prochaine diapo. Alors, je présente notre équipe. Ce soir, je ne serai pas la seule à parler. Vous allez rencontrer ces 6 personnes-là qui vont parler également à leur tour. Donc, ce sont nos chercheurs principaux que vous voyez et qui sont présents aujourd'hui. Donc, d'abord, la docteure Catherine Bouchard, qui est vétérinaire épidémiologiste pour l'Agence de la santé publique du Canada et professeure associée à notre faculté de médecine vétérinaire. Ensuite, le docteur Patrick Layton, qui est mon collègue, donc professeur en épidémiologie ici à la faculté de médecine vétérinaire. Jérôme Pelletier, qui est vétérinaire et qui fait présentement un doctorat en sciences vétérinaires et qui a été vraiment le pilier de la mise en œuvre et de l'évaluation du volet environnemental. Ensuite, Liliana Potes, qui est microbiologiste de formation et présentement étudiante à la maîtrise. C'est elle qui a mené et évalué le volet communautaire. Donc, elle va vous en parler un peu tout à l'heure. Et finalement, mon collègue Jean-Philippe Rochelot, qui est professeur au Cégep de Saint-Hyacinthe et professeur associé à la faculté de médecine vétérinaire, qui a aussi joué un rôle clé dans l'ensemble du projet. On avait plusieurs collaborateurs. On a travaillé de près avec la Direction de la santé publique de l'Estrie, surtout pour la conception du projet. La docteure Geneviève Baron a été très présente auprès de nous. Lucie Richard, qui est à la Faculté des sciences infirmières, qui a aussi amené ses conseils pour le volet justement communautaire, qui est en promotion de la santé, elle, son domaine d'expertise. Le docteur Christopher Fernandez-Prada, qui est parasitologiste et donc qui a joué un rôle clé, lui, pour l'analyse de nos tiques finalement que nous avions recueillis dans la ville de Bromont.
Le docteur Robin Lindsay, lui, qui est au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg, à l'Agence de la santé publique du Canada, qui a aussi contribué à l'analyse de certaines de nos tiques. Carl Forest-Bérard de l'INSPQ, que peut-être vous aviez croisé parce qu'il a participé à certaines activités de sensibilisation en 2019, et plusieurs étudiants et stagiaires que nous avons eus en cours de processus, et surtout aussi les citoyens de Bromont qui ont participé au projet, et en particulier ceux qui ont participé comme chercheurs communautaires. Donc, on va reparler de ça aussi un peu plus tard avec vous. Donc, ce soir, on va vous remettre la maladie de Lyme en contexte là, très rapidement pour pouvoir passer quand même dans les résultats de notre projet, mais on trouvait important de vous reparler finalement de cette problématique avec une vision un peu plus élargie. Ensuite, on parlera des résultats, évidemment, de ce qu'on en retient, puis ce qu'on recommande aussi pour le futur. Et finalement, on prendra vos questions. Donc, je passe la parole à ma collègue Catherine Bouchard qui va justement vous parler un peu plus largement du contexte. Merci, Cécile. Donc, d'abord, un rappel du contexte plus large qui a influencé le projet. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est spécifique à un type d'écosystème. L'histoire se déroule dans les forêts tempérées, des zones tempérées. Ce sont nos belles forêts multicolores à l'automne. Donc, justement, on y arrive à cette belle saison-là. Les forêts feuillues à mix sont les bons habitats pour les tiques, mais aussi pour les animaux qui sont importants au cycle de transmission du pathogène. En fait, il faut comprendre que les arbres feuillus arrivent à mieux filtrer les rayons du soleil, ce qui va tempérer l'humidité et la température. Pour les tiques, c'est vital. Elles vont être protégées des extrêmes de la météo par cette épaisse couche de feuilles d'automne au sol, qu'on appelle la litière. Et ça, c'est vrai à l'hiver et à l'été. Et bien sûr, ces forêts, ce sont des gardes-manger, des refuges pour les animaux, encore une fois, impliqués dans le cycle de transmission du pathogène. Ce que Bromont, l'Estrie, le Québec, le Canada vit n'est pas unique. C'est un phénomène de réémergence mondiale de la maladie de Lyme que nous expérimentons. La maladie est transmise par la tique à pattes noires et ses cousines sur notre planète, comme vous pouvez voir sur l'image. Plusieurs facteurs environnementaux, donc des caractéristiques des habitats de nos forêts, les communautés d'hôtes, les animaux impliqués, comme je disais tantôt, mais aussi les conditions climatiques, météorologiques expliquent cette progression de la problématique des maladies transmises par les tiques. Au Canada, au Canada, les travaux de Patrick Layton en 2012 estimaient une vitesse d'invasion à environ 40 km par an vers le nord, selon les différents scénarios de changement climatique. Une estimation qui s'est avérée valide selon les données de surveillance. Si on revient à notre province maintenant, le nombre de cas varie, oui, d'année en année, mais comme tendance de fond, on a une augmentation du nombre de cas et de l'incidence des cas de la maladie de Lyme. L'incidence, c'est seulement pour dire le nombre de cas par 100 000 de population. Et ça, c'est vrai au Québec et en Estrie. Pour notre province, l'Estrie et la Montérégie sont les deux régions les plus touchées. En 2019, 94 % des cas acquis en Estrie provenaient en plus de 2 réseaux locaux de services, soit La Pommeraye puis Haute-Yamaska. Bromont fait partie de ce réseau local de services-là qui s'appelle Haute-Yamaska. Les municipalités les plus souvent touchées dans ces 2 RLS-là, donc Pommeraye et Haute-Yamaska, Bromont, Granby, Cowansville et Sutton. Bien sûr, par contre, je précise que tout ça, c'est dynamique et possiblement d'autres municipalités peuvent se retrouver dans cette situation dans le futur. Je vais essayer Ça devrait y aller. Donc, il y a une vidéo qui devrait jouer. Il risque d'avoir beaucoup de délai. Là. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas très bien, mais je vous montre la bestiole dans la nature. En fait, je veux juste vous refamiliariser avec la tique qui transmet la maladie de Lyme. À gauche, vous avez une photo de la nymphe, très petit, c'est 2 mm. Puis sur la vidéo, vous pouvez la voir qui tend ses pattes, qui recherche justement un autre. Donc, elle est prête à accrocher un animal ou un humain qui passerait par là. Puis en bas à droite, on a une femelle adulte rouge. Donc, pour rappel, le traitement vise à tuer les tiques qui vont s'attacher et piquer les souris ou les petits rongeurs.
qui seront traités par le produit. Puis je laisse Cécile en parler un peu plus longuement. Merci, Catherine. Donc, je reprends la parole brièvement là, pour vous parler un peu justement des approches pour la prévention et des liens avec notre projet. Donc, la petite bestiole là, que vous avez vue bouger se tient dans ces environnements-là que vous reconnaissez peut-être. Donc, ce ne sont pas des photos de Bromont ni de ses environs, mais ce sont des habitats très similaires. Et donc, évidemment, Bromont et sa région sont des habitats qui sont très favorables pour les tiques. Donc, quand on parle de prévention maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la transmission de cette maladie-là à l'humain ou aux animaux de compagnie, parce qu'on sait que les chiens également peuvent en souffrir. Donc, on peut viser le réservoir de la bactérie, qui sont les petits rongeurs sauvages. Donc, c'était vraiment l'objectif de notre volet environnemental. Jérôme va vous donner plus de détails sur ce volet-là tout à l'heure. Donc, lorsqu'on traite, nous, on utilise un acaricide, le fluoralanaire, pour traiter les rongeurs. C'est un acaricide, c'est-à-dire qu'il va protéger les petits rongeurs sauvages contre les tiques. Donc, quand les tiques vont s'attacher sur ces rongeurs, elles vont mourir. Donc, le cycle de transmission entre le rongeur et la tique ne peut plus se faire. Et donc, l'effet va être qu'il va y avoir moins de tiques infectées par la bactérie qui cause la maladie de Lyme dans l'environnement. Donc, on vise à réduire la proportion des tiques qui seraient infectées. Ensuite, on peut cibler d'autres éléments, notamment les tiques infectées ou les tiques dans l'environnement. On pourrait ajuster, par exemple, modifier l'aménagement des territoires naturels de la tique pour diminuer le fait que ce soit favorable à leur présence. C'est ce qu'on va conseiller, par exemple, dans les sites péridomestiques. On va conseiller de tondre le gazon, de ramasser les feuilles, etc. Donc, ce sont des choses qu'on a rappelées dans le cadre du volet communautaire aux gens de faire, notamment autour de chez eux. Mais on peut aussi cibler les chevreuils, donc les cervidés, qui sont les hôtes principaux des tiques adultes. Puis les chevreuils, eux, sont vraiment importants pour la reproduction des tiques. Donc, plus on va avoir de chevreuils, plus on aura une grande quantité de tiques finalement dans l'environnement. Donc, on peut les éloigner des zones qu'on fréquente, soit en mettant des barrières, par exemple, sur nos propres propriétés, ou on peut, dans des environnements plus vastes, les cibler aussi pour certaines interventions. Ça, on ne l'a pas fait dans le cadre de ce projet-là, mais c'est quelque chose auquel on voudrait revenir éventuellement. Donc, on pourrait utiliser des produits acaricides, par exemple, pour traiter également les cerfs contre les tiques et donc diminuer la quantité de tiques dans l'environnement. Finalement, on peut viser les humains en faisant vraiment la promotion des comportements préventifs, porter des vêtements protecteurs, porter des insectifuges pour se protéger des piqûres de tiques, faire vraiment l'examen régulier corporel pour identifier et retirer rapidement les tiques qui se seraient accrochées sur vous-même ou sur la famille. Donc ça, par le biais de notre volet communautaire, on a vraiment tenté de rehausser cette sensibilisation. Puis, en dernier recours, c'est l'utilisation de l'antibioprophylaxie. Par exemple, si vous avez une piqûre de tique dans vos régions, vous pouvez aller en pharmacie et maintenant, le traitement antibiotique en une seule dose est disponible pour essayer de couper finalement la transmission de l'agent pathogène, de ne pas vous infecter. Donc, notre projet, pour y revenir plus concrètement, donc visait à votre projet, parce que c'est financé par votre ville, développer et évaluer une intervention pour réduire ce risque de maladie de Lyme sur le territoire de la ville de Bromont. Donc, l'intervention comme telle s'est déroulée sur 2 années, soit en 2019 et en 2020. Puis, on avait 2 volets, je le rappelle. Donc, le volet environnemental qui visait vraiment à traiter notre réservoir principal, nos petites souris sauvages contre les tiques pour couper ce cycle de transmission. Et le volet communautaire qui visait vraiment à mobiliser, sensibiliser les citoyens résidents de Bromont par différents types d'activités. Et ça, Liliana va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Nos objectifs scientifiques, comme chercheurs, c'était d'évaluer l'efficacité de ces 2 volets d'intervention. Donc, est-ce que d'un côté, le volet environnemental a été efficace pour diminuer cette proportion de tiques infectées dans nos sites traités? Et pour le volet communautaire, est-ce que nos activités ont contribué finalement à des meilleures connaissances et l'adoption de meilleurs comportements préventifs chez les citoyens? Et un dernier objectif était d'évaluer la mise en œuvre de l'intervention. Donc, c'est une première comme type d'intervention. On l'appelle une intervention intégrée avec 2 volets, avec différentes cibles. Donc, est-ce que c'est pertinent? Comment c'est perçu par les citoyens, par les différents acteurs? Est-ce que ça a été apprécié et jugé acceptable?
Donc, je vais passer tout de suite maintenant la parole à Jérôme Pelletier qui va vous parler des résultats pour le volet environnemental. Merci Cécile pour m'avoir introduit. Donc, pour rappel, le volet environnemental visait à traiter les souris contre les tiques avec un produit acaricide, pour diminuer la densité de tiques infectées dans l'environnement. Comment on a fait ça? Comment on a administré cet acaricide-là aux souris? C'est en distribuant 700 stations, donc environ 700 stations. C'était parfois un peu moins, parfois un peu plus en fonction du moment dans la saison ou en fonction de l'année aussi. Dans ces 700 stations-là, on mettait un appât qui était un mélange de beurre d'arachide et de fluoralanaire, qui est notre produit acaricide qui traitait les tiques, qui traitait les souris contre les tiques. Vous pouvez voir là, sur l'image en bas au centre de quoi avait l'air l'appât dans la station. Ces stations-là étaient remplies à tous les 2 semaines, de sorte que en tout, pendant 2 ans, donc en 2019 et 2020, nous avons administré 8 786 appâts. Pourquoi 2019-2020? Parce qu'on a encore administré en 2021 des appâts. On a continué le projet pour aller chercher des données supplémentaires. Ces stations-là ont été distribuées en tout sur 15 sites que vous pouvez voir là, sur la carte, sur la diapositive. Donc, il y avait des sites au nord, dans les quartiers, plus près des quartiers habités de la ville de Bromont. Mais il y en avait aussi, les sites étaient principalement concentrés là, dans les zones forestières plus au sud et au pourtour de la montagne. Sur les 15 sites, il y avait 10 sites avec des portions traitées, donc des endroits où on avait mis les stations, des endroits où les souris étaient traitées par nos appâts et des portions non traitées. Il y avait 5 sites sur les 15 où il n'y avait seulement que des portions non traitées. Ça visait à pouvoir comparer des populations de tiques qui ont pu être exposées à des rongeurs qui avaient été traités à des populations de tiques qui n'ont pas été exposées à des rongeurs traités. Et en parallèle avec l'administration de ces appâts-là, on échantillonnait les tiques et on mesurait la distance du traitement des tiques échantillonnées. On va revenir dans la prochaine diapositive sur l'importance de ce paramètre-là. Donc, pour mesurer l'effet du traitement, pour l'efficacité du traitement, on s'est concentré sur un composant du risque environnemental de la maladie de Lyme, qui est la densité de nymphes infectées. Pourquoi la densité de nymphes infectées? Parce que c'est une bonne mesure du risque dans l'environnement parce que, d'abord, ils sont actifs au moment où nous sommes actifs, nous aussi. Donc, la probabilité qu'on entre en contact avec ce stade-là est très importante, mais aussi parce qu'ils vont passer plus facilement, vu leur taille, les barrières qu'on va tenter de leur mettre pour pas qu'elles nous mordent ou nous piquent suffisamment longtemps pour nous transmettre la maladie. Ce composant-là du risque environnemental de la maladie, on peut le diviser en 2 paramètres, soit la prévalence de nymphes infectées et la densité de nymphes en quête. Et sur ces 2 paramètres-là, nous, dans nos analyses, on a mesuré l'effet du traitement. Pourquoi seulement les nymphes? Parce que on a échantillonné les adultes, on a compté les adultes, ils sont inclus dans nos données, mais il y en a trop peu pour faire des analyses statistiques qui soient fiables. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur les nymphes. Pour mesurer l'effet du traitement, on a utilisé la distance du traitement sur ces 2 paramètres et on a évalué la corrélation entre la distance du traitement, donc en mètres, et les 2 paramètres que je viens de vous mentionner. Donc, une tique qui était échantillonnée là où il y avait des stations était considérée à 0 mètre du traitement, donc traitée. Et plus on s'éloignait, moins les tiques, les nymphes avaient une probabilité d'être exposées au traitement. Puis c'est ce qu'on voulait mesurer avec dans nos analyses. Donc, sur la prochaine diapositive, vous pouvez voir la corrélation entre la prévalence de nymphes infectées et la distance du traitement. Donc, je vais vous accompagner tout au long pour décoder un peu le graphique, là. À gauche, vous voyez la corrélation entre la prévalence et la distance du traitement en 2019. À droite,
en 2020. Sur l'axe horizontal, vous avez la distance du traitement en mètres qui va de 0 à 250 mètres. Et sur l'axe vertical, vous avez la prévalence de nymphes infectées. Une chose que l'on peut remarquer sur ce graphique-là d'abord, c'est qu'en 2020, la courbe, donc la droite bleue que vous voyez, est légèrement plus élevée en 2020. On a une prévalence de nymphes infectées plus élevée cette année-là. Un autre élément qu'on peut observer, c'est l'orientation de la droite. En 2019, vous voyez que la droite descend, donc il y a une corrélation négative entre la prévalence de nymphes et la distance du traitement, et que cette relation-là s'est inversée en 2020. Donc, il y a une corrélation positive entre la prévalence de nymphes et la distance du traitement. Cette observation-là pourrait suggérer un effet du traitement sur un effet qui va dans le sens de nos hypothèses, donc une réduction de la prévalence de nymphes infectées dans l'environnement, mais l'effet n'est pas statistiquement significatif. Dans le fond, l'effet sur la prévalence de nymphes infectées ou le changement d'effet du traitement n'est pas statistiquement significatif. Et je vais vous montrer sur la prochaine diapositive pourquoi cet effet-là, une raison principale pourquoi cet effet-là n'est pas statistiquement significatif. Ici, sur cette diapositive-là, vous avez la corrélation entre la densité de nymphes en quête et la distance du traitement. Il n'y a pas vraiment de tendance, et d'ailleurs, on n'a pas d'hypothèse par rapport à ça. Comme Cécile vous l'a dit, on ne traite pas les serres qui sont associées à l'abondance, mais les réservoirs qui sont associés à la prévalence. Mais ce qu'on peut voir, c'est une réduction importante de la densité de nymphes en quête en 2019 et 2020. On est passé de 13,1 à 2,2 nymphes par kilomètre carré. Et ça, ça fait en sorte que notre étude a manqué de puissance. Donc, on n'a pas pu éliminer l'effet du hasard dans nos données, l'effet du hasard sur le changement d'association entre la prévalence de nymphes infectées et la distance du traitement. Donc, voilà pour les résultats du volet environnemental et je passe la parole à Liliana Potes pour le volet communautaire. Merci, Jérôme. Donc, je vais vous présenter les résultats des volets communautaires. Donc, au total, on a fait 5 types d'activités pendant les 12 années de l'intervention. On a les 3 conférences grand public, les 6 groupes de discussion, les 2 ateliers d'information pour les chercheurs communautaires, et les 2 ateliers d'identification de tiques et 8 capsules en ligne. Donc, il y a plus de 150 personnes qui ont participé aux activités. Pour l'efficacité de ces volets, la collecte de données a été faite à partir des questionnaires en ligne des 98 participants qui ont complété les 2 questionnaires. Donc, des scores globaux ont été calculés pour l'analyse des 4 indices dans le but d'évaluer les changements. Et ces indices sont les connaissances, la perception du risque, la perception d'efficacité des mesures et l'adoption des mesures. Donc, entre les 98 répondants, ils ont été classés par rapport à leur participation aux activités de ces volets. On a 24% qui n'ont pas participé à aucune activité, 33% qui avaient une faible participation, ça veut dire une activité, et 41% une bonne participation, dont 2 à 8 activités. Donc, dans les tableaux que vous voyez ici, on a les 4 indices. Donc, dans la première ligne de chaque indice, ils correspondent aux moyennes des scores globaux par année pour chaque niveau de participation. Dans la deuxième ligne de chaque indice, vous voyez les pourcentages des répondants ayant un score élevé, donc selon les niveaux de participation. Et le seuil de la valeur du score supérieur pour chaque indice est indiqué dans la deuxième colonne du tableau. Donc, on part maintenant des résultats. Donc, concernant le niveau de connaissances sur l'éthique et la maladie, les résultats montrent que les répondants avaient un niveau de connaissances élevé dès le début du projet, où il avait un score moyen de 4,7 sur 5 en 2019. Et ce niveau de connaissances est demeuré élevé en 2020 avec un score moyen de 4,8 sur 5. Donc, pour le niveau de perception du risque, les résultats montrent que la majorité des répondants avaient un niveau de perception du risque élevé en 2019, qui a légèrement augmenté en 2020. Donc, on observe cette légère augmentation dans toutes les catégories de participation. Quant à la perception de l'efficacité des mesures préventives, les répondants ayant une forte participation aux activités avaient un score moyen plus élevé que ceux qui n'avaient pas participé à aucune activité.
Donc, on observe 56% à droite et 61% versus 17 et 38%. Pour les derniers indices, les niveaux d'adoption des comportements préventifs, pour les 2 années, les scores moyens étaient plus élevés chez les participants avec une bonne participation, avec un score élevé de 46-54% comparé à les non-participants, donc 21 et 38%. Donc, pour l'évaluation de la mise en œuvre, donc, une carte d'évaluation a été créée à partir d'un outil appelé Quality Implementation Tool, qui est utilisé dans le but d'évaluer la qualité de la mise en œuvre à partir de cet indicateur. Donc, ces indicateurs sont la fidélité, la dose, la portée, la qualité, la participation, l'originalité et l'adaptation. Donc, pour cette partie de l'analyse, la source de données a été les entrevues individuelles, les documents du projet et les questionnaires en ligne. Donc, un total de 37 entrevues ont été faites parmi 5 groupes de participants. On avait les chercheurs communautaires, qui sont les groupes de citoyens, qui ont été créés pour travailler conjointement avec les chercheurs et dans le but d'implanter des interventions de sensibilisation pour la communauté de Bromont. On a les participants du volet environnemental, les participants du volet communautaire, les responsables de communication de la ville et les chercheurs. Donc, pour les indicateurs. Donc, pour la fidélité, dans le respect de la planification du projet, pour le volet environnemental, la planification a été respectée pour les 2 années du projet. Quant au volet communautaire, en 2019, l'organisation des activités s'est déroulée comme prévu, mais en 2020, aucune activité a eu lieu à cause de la COVID. Donc, les capsules en ligne ont été créées pour poursuivre la sensibilisation auprès des citoyens. Pour la participation aux activités, 76% des répondants ont participé à au moins une activité. Donc, parmi eux, 46% avaient un diplôme universitaire et les groupes d'âge prédominants étaient entre 50 et 69 ans avec 51%. Pour la qualité a été évaluée sous différents angles. Donc, on a la qualité, la pertinence des activités, l'enthousiasme du groupe responsable, les niveaux de vulgarisation utilisés, les interactions et collaborations entre les parties prenantes. Donc, tout ceci que je viens de nommer, ils ont été jugés satisfaisants par les participants. Pour la communication, les principaux enjeux identifiés ont été les communications entre les représentants de la ville et les chercheurs, ainsi que les communications dirigées à la population. Donc, pour la réponse des participants, les activités ont été appréciées et la qualité de l'information transmise par l'équipe de recherche a été décrite comme claire, assez complète, bien vulgarisée, avec l'appui des outils visuels. Aussi, la préparation, l'enthousiasme et le professionnalisme des présentateurs a été souligné. Pour l'originalité du projet, l'aspect qui est ressorti le plus, c'est l'approche intégrée. Donc, c'est la combinaison des 2 volets. Donc, on a la présence du groupe de chercheurs parmi la population dans un contexte de recherche et surtout sur les sujets de la maladie de Lyme. Et tout ceci a amené un aspect unique à l'intervention et a permis de rapprocher la science et les membres de la communauté, ce qui a été très apprécié par les citoyens. Et pour les derniers indicateurs, on a l'adaptation. Donc, le démarrage rapide du projet a eu un impact dans la planification de ces stratégies de communication utilisées pour les volets communautaires pour les recrutements des participants. Donc, concernant les volets environnementaux, des adaptations ont été apportées à la suite de disparition des boîtes d'appât. Et entre ceci, c'était les traitements interrompus dans un site. Donc, aussi, on a l'analyse d'éthique qui n'a pas pu être faite comme était prévu initialement. Donc, il y a un protocole d'analyse qui a été développé, ce qui a demandé du travail supplémentaire. Et au niveau des mesures de prévention pour la COVID, leur application a généré des dépenses supplémentaires qui ont été couvertes par les fonds des chercheurs. Donc, maintenant, c'est la parole à Jean-Philippe. Merci beaucoup. Oui, donc bonjour à tous, Jean-Philippe Rochelot. Vous avez eu rapport des résultats par Jérôme et Liliana. Il y a une bonne densité d'informations à traiter. Je vais essayer de vous faire une synthèse des principales conclusions et des recommandations qui émanent de ces principales conclusions-là.
On a 4 recommandations principales. La première étant de poursuivre l'évaluation de l'efficacité pour 2 raisons. D'abord, Jérôme l'a bien expliqué, la quantité de tiques qui ont été collectées en 2020 était exceptionnellement basse et ça a été le cas dans la plupart des régions du Québec où il y avait de la surveillance des tiques. Ça limite la puissance statistique des analyses. Et donc, pour augmenter notre niveau de confiance envers les tendances qu'on observe, ce sont des tendances encourageantes, mais peut-on y faire entièrement confiance? Bien, il faut le confirmer en augmentant notre échantillonnage. Et donc, vous voyez nos 2 aides de terrain sur la photo en haut à droite qui poursuivent en 2021 l'échantillonnage. Et on ajoute à cet échantillonnage-là des tiques la collecte des rongeurs afin qu'on puisse les examiner, décompter, faire le décompte des tiques qui sont sur ces rongeurs-là et mieux comprendre la portée du traitement dans le territoire de la ville de Bromont. Il y a un deuxième argument en faveur de l'évaluation, de la poursuite de l'évaluation de l'efficacité, c'est que nos données du volet communautaire présenté par Liliana suggèrent que la population de Bromont qui a participé a jugé que l'intervention était pertinente, utile et originale. Ce sont des indices qui nous disent que l'intervention intégrée a une bonne acceptabilité sociale. C'est important, l'acceptabilité sociale, parce qu'on peut développer une intervention très efficace, mais si elle est refusée par la communauté, soit parce qu'on la juge dangereuse d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue de santé, ou peu importe les raisons, l'intervention ne pourra pas s'appliquer dans le milieu auquel elle est destinée. Donc, c'est un autre argument en faveur de la poursuite de l'étude avec cette intervention intégrée-là. Deuxième recommandation, considérer l'intégration des mesures visant les cervidés. Cécile l'a bien expliqué en début de présentation. Les principaux autres responsables de la quantité de tiques dans l'environnement, ce sont principalement les cerfs. Une tique adulte qui se nourrit sur un cerf va pondre des milliers d'œufs qui vont alimenter la population de tiques dans les mois et les années qui suivent. Si on arrive à traiter ou cibler ou isoler les territoires à risque des cervidés par des clôtures autour des maisons, supposons, on va peut-être être en mesure non seulement de diminuer la prévalence d'infections en traitant nos rongeurs, mais également de diminuer la densité de tiques dans l'environnement. Ce sont 2 interventions qui sont donc synergiques et qui pourraient avoir un bon potentiel. Et on rajoute toujours à ces 2 interventions-là l'importance des mesures de protection personnelle, parce que même si on est dans un environnement qui est à faible risque, si on fait exprès de s'exposer, on est toujours à risque de contracter la maladie de Lyme. Troisième recommandation, investiguer de nouvelles stratégies pour rejoindre un public plus large. Dans un des tableaux que Liliana a présenté, on constate d'abord que la population qui a été rejointe a des caractéristiques bien précises, un certain âge, un certain niveau de scolarité, une moins grande proportion de gens qui ont des enfants à charge actuellement. C'est reconnu dans plusieurs études. On rejoint dans la recherche une population qui est souvent déjà sensibilisée. Donc, une partie de la population de Bromont qu'il serait pertinent de rejoindre. Cette population-là est peut-être moins au fait du risque, peut-être plus à risque, et donc, ce serait important de diversifier les stratégies de communication pour rejoindre ce public-là également. Dans les stratégies de communication, on encouragerait la stratégie qui passe par des acteurs locaux. Nous, on les appelait des chercheurs communautaires. Mais n'importe quel acteur dans la communauté de Bromont qui a des aptitudes particulières, des connaissances, des bonnes aptitudes de communication, qui est en contact avec la population. Et ces acteurs-là, si les chercheurs, comme des jeunes de notre équipe, peuvent leur transmettre une information qui est claire, qui est exacte, qui est vulgarisée, ces gens-là peuvent être des courroies de transmission pour que la communauté puisse prendre le risque en charge par elle-même. Dernière recommandation qui est un peu en phase avec ce dernier point-là, c'est d'encourager à nouveau les partenariats municipalités-universités pour la recherche sur la prévention des maladies transmises par les tiques. On a constaté dans ce projet-là qu'il y avait une satisfaction associée à la cohabitation, au contact entre les chercheurs et les citoyens. Ce contact-là permet de transférer de l'information aux citoyens et les citoyens sont plus en mesure par la suite de prendre en charge le risque de façon autonome. Donc, c'est un point positif qui émane du partenariat entre la municipalité et l'université. Enfin, dernier point. Vous savez, il y a des interventions qui peuvent être très efficaces, qui sont développées, qui sont évaluées dans un contexte expérimental précis. Et quand on transfère l'intervention dans un autre contexte, dans une autre municipalité,
ça se peut que l'intervention soit moins efficace que ce qui était espéré. Le fait de développer l'intervention dans son milieu d'accueil fait en sorte que l'intervention est mieux adaptée à la fois aux besoins et aux ressources de la municipalité, mais également à l'environnement municipal, l'environnement social, donc la communauté, et l'environnement physique, donc le territoire, comment il est fait. Donc, c'est un autre argument en faveur des partenariats municipalité-université pour avoir des interventions plus adaptées au contexte municipal. Donc, je repasse la parole à Cécile Anisanslin. Merci Jean-Philippe. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est presque le mot de la fin, on a terminé. Ce que je voulais vous dire avant de terminer, c'est que, outre les résultats prometteurs dont on vient de discuter, outre un futur aussi pour le projet qu'on espère se concrétiser, ce projet de recherche-là a créé plusieurs opportunités, notamment la formation de 3 stagiaires, de 2 étudiants au cycle supérieur qui ont participé à la conférence aujourd'hui. On a dû former tous ces gens-là, celles que vous voyez à l'écran. Donc, on fait la capture de rongeurs cet été. Puis, les petites fesses de souris à pattes blanches que vous voyez à l'écran sont porteuses d'une larve que Catherine vous montre avec son pointeur. Donc, c'est pour vous donner aussi une idée de la taille qu'une larve de tique peut avoir. Et donc, ces stagiaires-là ont dû être formés, expérimentés à identifier, retirer finalement les tiques sur ces petits rongeurs qu'elles ont capturés. C'était simplement pour vous donner un exemple. En outre, on a eu certains défis avec la COVID qui est venu en cours de projet, malheureusement. Ça a fait en sorte que nos tiques de Bromont devaient être analysées au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg, ce qui n'a pas pu être fait parce que le laboratoire a vraiment priorisé les analyses COVID, les tests qu'on fait pour identifier la bactérie chez les tiques. C'est un test PCR qui est similaire finalement au test qu'on fait pour la COVID. Donc, toutes ces équipes-là ont été mobilisées. Donc, nous, on a dû développer un protocole d'analyse des tiques de façon urgente. Et donc, maintenant, on a cette capacité-là à la faculté de médecine vétérinaire, ce qui ouvre des fenêtres d'opportunité pour le futur. On a dû évidemment élaborer un plan de mitigation, convaincre notre institution qu'il fallait absolument continuer le projet à Bromont malgré la pandémie, ce qu'on a pu faire pour ce qui est du volet environnemental. Ça nous a aussi forcé à chercher d'autres fonds là, pour poursuivre aussi pour une nouvelle saison. Là. On vous l'a expliqué, il y a eu très peu de tiques en 2020. Donc, on voulait absolument poursuivre une nouvelle saison. Donc, avec nos fonds de recherche internes à l'équipe, on a réussi aussi à mettre ça en place très rapidement. Et dernière opportunité que je mentionne, on a été invité, notre équipe, à participer au tournage d'un documentaire sur la santé et le climat qui n'est pas sorti encore, mais ils nous ont suivis pour une journée d'échantillonnage dans la ville de Bromont. Et donc, ça fera aussi une belle visibilité pour la ville et pour votre beau projet, finalement, sous peu. Donc, ça devrait sortir en 2020. Donc, on finit en vous remerciant, vous principalement, les citoyens qui avez participé à ce projet-là, en remerciant la Ville de Bromont, la MRC Brome-Missisquoi qui a participé aussi au financement du projet. Ça a vraiment été aussi de notre côté, des chercheurs, une expérience extrêmement agréable et on espère bien la renouveler. Donc, je m'arrête ici, puis on peut ouvrir pour les questions. Je vais repasser la parole à Amélie. Oui, alors, merci beaucoup pour cette présentation. M'entendez-vous bien? Oui, tout le monde m'entend bien? Parfait. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si jamais vous avez des questions, je vous inviterai dans le bas de votre écran. Vous avez une icône réaction. Vous pouvez lever la main. Ça va faire en sorte que vous allez monter dans la liste des participants et je pourrai plus facilement vous voir. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le clavardage et on pourra y répondre. C'était tout de même très clair. Bravo à toute l'équipe de chercheurs. On n'a pas de questions. Pas de questions. Ça semble clair. On va attendre une petite minute. On a une question ici. Alors, avez-vous étudié les différents pathogènes que l'on retrouve sur les tiques? Étaient-elles uniquement de Borrelia? Je peux commencer à répondre, mes collègues pourront poursuivre. Je peux vous raconter en fait la petite histoire de l'anaplasmose telle que nous, on l'a vécue. En fait,
plus tôt cette année. D'abord, c'est des collègues ici à la Faculté de médecine vétérinaire qui sont des vétérinaires pathologistes et qui nous ont contacté, notre équipe, pour nous mentionner qu'ils avaient vu des cas d'anaplasmose chez des chevaux et des chiens et que c'était très rare. Ils n'avaient jamais vraiment, ils avaient vu certains cas, mais qui arrivaient très rarement, alors que là, il y avait plusieurs cas, pour être précis, 3 cas chez les chevaux, 1 cas chez le chien. Et donc, notre collègue nous demandait, puis tout ça se passait dans la région de l'Estrie, notre collègue nous demandait si on avait vu quelque chose dans nos tiques. Mais nous, on n'avait pas regardé, évidemment, pour la présence d'anaplasmose dans les tiques, étant donné que le projet était ciblé sur la maladie de Lyme, qui est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi. Et donc, on a saisi l'opportunité pour envoyer un sous-ensemble des tiques qu'on a recueillis au cours du projet au laboratoire national de microbiologie, qui a accepté gentiment d'analyser ces tiques-là pour l'anaplasmose, étant donné la situation. Et en cours de chemin, donc les tiques étaient en train d'être analysées par ce laboratoire. On a appris par la santé publique qu'il y avait effectivement un agrégat de cas chez les humains, donc plusieurs personnes qui avaient été infectées dans la région de l'Estrie. Et effectivement, dans les tiques qui nous sont revenus, on a trouvé de l'anaplasmose. Et donc, anaplasma, c'est une bactérie et il y a différents variants. Donc, il y a une souche qui peut être transmise à l'humain. Il y a une souche qui est propre aux animaux. Et on a trouvé de ces 2 souches-là, finalement, dans les tiques. Donc, je dois vous dire, je les avais ressorties là, pour les proportions. La ville aussi avait été informée là, à l'époque, il y a quelques mois, de ces résultats-là d'abord. Donc, nos tiques de 2019, on avait environ 1% de ces tiques-là qui portaient la souche qui se transmet à l'humain, qu'on appelle zoonotique d'anaplasma. Et en 2020, c'était 4%. Donc, on voit quand même effectivement une certaine différence, une certaine augmentation. Encore une fois, ce sont des petits chiffres. On avait environ 200 tiques par année qu'on avait soumis pour ces analyses-là. Par contre, c'est à suivre. Et puis, la question, je suis vraiment contente que vous l'ayez posée parce que on veut investiguer, nous, quels seraient les principaux réservoirs de l'anaplasmose dans une région comme celle de l'Estrie, celle de Bromont notamment, parce que comme on sait, pour la maladie de Lyme, c'est vraiment principalement les souris à pattes blanches. Pour l'anaplasmose, ça peut varier d'une région à l'autre et donc on n'est pas vraiment certain de quel serait le réservoir principal. Il s'avère que c'est aussi les petites souris, dont la souris à pattes blanches, mais le traitement qu'on fait à Bromont pourrait, à tester encore une fois, avoir un effet protecteur aussi parce qu'on traite ces petites souris contre les piqûres de tiques. Et donc, le cycle de transmission de cet agent-là pourrait également être bloqué. Mais ça reste une question encore en suspens, donc il faudra évidemment investiguer davantage. Je ne sais pas si mes collègues voulaient ajouter ou si j'ai fait le tour de la question. Mais Cécile, si je peux seulement ajouter, on avait également, là, on parlait, oui, de l'anaplasmose, mais on parlait aussi de Bartonal ou d'autres que je ne saurais nommer le nom. Est-ce que, je ne sais pas si tu as inclus tous ces types de bactéries-là? En fait, dans ce qu'on a testé, puis Catherine, tu me corrigeras si j'en oublie, on avait aussi regardé pour la présence du parasite Babesia microti qui peut causer une maladie chez l'humain. Nous n'avons pas trouvé de ce parasite dans les tiques de Bromont, ni une année, ni l'autre. On a trouvé un type de Babesia qui affecte les cervidés. Ça, on en a trouvé dans des quantités quand même intéressantes même, mais ce n'est pas du tout un agent pathogène qui va s'attaquer aux humains. C'est ce qu'on sait actuellement. On a testé pour l'anaplasmose et pour la borréliose, mais c'est tout, si ma mémoire est bonne, Catherine. Oui, c'est exactement ça. On est en train de finaliser des analyses pour certaines tiques de 2021 qui ont été collectées, mais malheureusement, on a des résultats préliminaires, mais il faut encore attendre du côté du labo. Là. Donc, on ne pourra pas vous partager ce soir des chiffres pour 2021 pour l'anaplasmose, entre autres. Effectivement, pour Bartonella, Cécile, est-ce que tu en as parlé? En fait, c'est plutôt rare là, que c'est trouvé dans les tiques. De mémoire, ça n'a pas été testé dans le panel des pathogènes qui a été testé au fédéral là, par mon labo, finalement, à Winnipeg. Mais comme je disais, c'est plutôt rare. Donc, à voir de ce côté-là. Puis c'est sûr que, comme Cécile le mentionnait, on risque de voir des cas aussi chez les animaux. Donc, c'est sûr que de notre côté, on est très intégré, on a très une approche, on est au courant de ce qui circule aussi chez les animaux. Puis ensuite, on voit une vague arriver chez les humains. Donc, c'est super intéressant de connecter tout ça. Puis, par une pure chance, ce projet-là, c'est quand même c'est très positif de ce projet-là.
on a eu une quantité assez incroyable de nymphes dans l'environnement qui a été collectée au fil des années à Bromont. Mais ça nous a donné l'opportunité justement de les tester, ces tiques-là, rapidement, puis de voir cette augmentation de prévalence-là pour anaplasmose, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour les autres types de surveillance. Donc, je trouve que c'est quand même une des belles répercussions de ce projet-là, entre autres, de pouvoir documenter ce qui se passe. Mais oui, il y a d'autres maladies à tiques qu'il faut surveiller au Canada. Puis, un peu comme Lyme, ça va être un peu les mêmes mesures préventives avec des petites nuances, par contre. Donc, vérifiez toujours ce que la DSP de l'Estrie va publier à ce sujet-là dans les prochains mois parce qu'ils vont continuer à accumuler les données et à les rendre publiques. Merci, mesdames. On semble avoir des citoyennes qui s'y connaissent quand même assez. Il y a plusieurs questions en ce sens, mais je pense que vous avez bien fait le tour là, de ce point. On a une autre question qui dit merci pour cette bonne présentation. Suite à votre recherche, est-ce que la Ville de Bromont va prendre des mesures spéciales ou est-ce trop tôt? Je pense que je vais lancer la question peut-être à M. le maire. Merci, Amélie. En fait, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. On l'a vu, l'étude était faite, il y avait l'étude elle-même avec les petites souris et tout, puis il y a la sensibilisation. Alors moi, je pense qu'on doit continuer à faire de la sensibilisation. On ne se débarrassera pas des tiques, ça c'est clair. Mais je pense que en étant bien informé et en prenant les mesures nécessaires, on peut s'éviter des piqûres de tiques. Et je pense qu'en ce sens-là, la Ville de Bromont va continuer à faire de la sensibilisation. Et évidemment, je souhaite qu'on continue ces recherches-là et que les gouvernements supérieurs s'impliquent. Je vais le répéter souvent, c'est un peu ma job de parler de ces choses-là aux autres membres des gouvernements supérieurs. Mais il y a toujours ce volet-là avec notre équipe de scientifiques qui est la sensibilisation. Je ne sais pas si vous voulez compléter, mesdames, messieurs, sur ce que je viens de dire là, mais je pense que ça passe beaucoup par la sensibilisation. Je ne sais pas si l'équipe de recherche avait quelque chose à ajouter à ce sujet, mais je pense que ça répond, M. Villeneuve, à notamment la question de M. Pierre Poirier qui demandait est-il pertinent de sensibiliser la population? Les symptômes ne sont pas les mêmes, la fièvre, c'est-à-dire la fièvre, pas de piqûre évidente. Donc, vous l'avez dit, oui, la sensibilisation va se poursuivre. Vous avez ouvert la porte à une question qu'on avait également. Que pouvons-nous faire pour aider à obtenir la participation des autres paliers gouvernementaux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est du domaine politique, évidemment. Moi, j'ai bien l'intention d'écrire au ministre de la Santé et de voir ce qu'eux peuvent faire, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça va commencer par le CIUS, là, on ne se rendra pas à Québec tout de suite, là, mais c'est correct. Moi, je suis heureux que Bromont ait investi, le conseil municipal a embarqué dans ce projet-là, puis on est très heureux de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Mais là, on se rend compte que c'est vraiment un problème de santé publique. Si je ne m'abuse, même la CNESST considère la maladie de Lyme comme une maladie professionnelle au moment où on se parle. Donc, c'est clair qu'on parle de santé publique ici, là. Alors, il faut, si on veut endiguer ça, il faut continuer la recherche. Puis on sait, recherche égale financement. Donc, je pense que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue et non seulement une ville et une MRC. Ça va être mon credo, je vais le répéter. Merci, M. Villeneuve. C'est très complet comme réponse. Est-ce que, une question à l'équipe de recherche, est-ce que les appâts sont disponibles en vente libre et est-ce qu'en déposer sur notre terrain réduirait les risques d'être infectés? Les appâts ne sont pas disponibles en vente libre. En fait, le produit qu'on utilise, le furalaner, est un produit de vente vétérinaire que vous pouvez avoir pour traiter vos chiens, vos chats également, soit en format topique ou oral. C'est ça, la molécule, elle est faite pour ça, c'est son usage principal. Donc, nous, notre équipe, particulièrement Jérôme Pelletier, qui en fait vraiment la cible de son projet doctoral, a pris l'opportunité de tester l'efficacité de cette molécule-là pour justement réduire le risque de maladie de Lyme. Mais c'est une première. Donc, ce n'est pas disponible commercialement pour ce type d'usage. Il y a d'autres dispositifs qui traitent certains rongeurs qui existent, mais qui ne sont pas ou peu
disponibles actuellement au Québec et au Canada. Puis ça, on pense que c'est aussi un problème, là. Donc, certains produits qui pourraient aider à contrôler le risque péridomestique, mais auxquels on ne peut pas vraiment avoir accès, ou en tout cas très peu, puis ce ne sont pas les plus efficaces qui sont disponibles. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra travailler. Je ne sais pas si c'est politiquement ou commercialement et à quelle porte cogner pour ça. Peut-être je ferai appel à vous, M. Villeneuve, aussi, pour débloquer des portes de ce côté-là. Donc, ce n'est pas impossible que dans un moyen terme, il y ait certains dispositifs qui deviennent disponibles ici, mais ce traitement particulier que nous, on a utilisé dans le cadre de l'étude est vraiment en phase expérimentale, donc il n'est pas disponible. Merci, Cécile. On restera à l'affût. Dernière question, et peut-être me diras-tu que tu as déjà répondu. Pour l'étude de Borrelia, et là, j'espère que je ne vais pas me tromper, est-ce que seulement Burgdorferi qui a été analysé ou aussi Afzeli et Garini? Mon Dieu, beaucoup de points au Scrabble. Je vais renvoyer la question à Jérôme. C'est lui qui a fait les analyses, donc ça va lui donner une opportunité d'en parler un peu davantage. Il y a deux. Nous, on s'est concentré beaucoup plus sur Burgdorferi qui est présent, qui est principalement présent en Amérique du Nord. Donc, pour le gros volume d'échantillons qu'on a ramassé, on s'est concentré principalement sur l'agent étiologique de la maladie de Lyme ou l'agent qui cause la maladie de Lyme en Amérique du Nord. Du côté du sous-échantillon envoyé à Winnipeg, alors là, eux autres, ils ont fait un panel complet pour les Borrelia qui sont présents dans l'environnement en Amérique du Nord. Là. On a identifié, je pense qu'on n'a pas trouvé d'un autre Borrelia Miyamotoi qui n'est pas un agent de la maladie de Lyme. On a trouvé anecdotiquement du Kurtenbaki, mais en très petite quantité. Donc, on s'est vraiment concentré sur l'agent qui cause la maladie de Lyme en Amérique du Nord, là, qui est Burgdorferi. C'est sûr qu'en Europe, on aurait probablement identifié ou fait un panel pour d'autres agents comme Afzeli ou Garini qui ont été mentionnés ici parce qu'ils sont aussi associés à la maladie de Lyme, mais c'est moins le cas ici. Là. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, c'est ce qui conclut la période de questions. J'espère que vous avez tous eu une réponse à votre question. Merci infiniment de votre intérêt. Merci, M. Villeneuve, de votre présence. Merci également à l'équipe de chercheurs. Merci, je crois que M. Bilodeau était également présent. J'aimerais vous remercier, chers citoyens et citoyennes, d'avoir assisté à cette soirée pour connaître les résultats de ce fameux projet de recherche entourant les tiques et la maladie de Lyme. Bonne soirée et à bientôt.